Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphane Distinguin de Faber Novel. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Stéphane, déjà je voudrais te dire que je suis vraiment ravi, je te le disais à l'instant, mais de cet entretien avec toi. Ça fait quelque temps qu'on essaye de le faire, mais tu fais partie des parrains du digital que je pourrais... Il y a Oleg aussi, Tchelkov, qui revient pas mal dans ce podcast, et dans les gens qui ont aidé ou participé à différents projets, des gens que j'ai pu... presque 35 épisodes que j'ai tournés jusqu'à maintenant. Et donc je trouve ça intéressant de pouvoir te rencontrer. Alors avant tout, je vais te demander de te présenter, si tu veux bien. Donc je suis Stéphane, j'ai 44 ans, 45 dans quelques mois déjà. Et... qu'est-ce que je peux dire de plus avant de répondre à tes questions que moi j'ai eu la chance de rencontrer Internet à la fin des années 90, que c'était une chance parce que comme beaucoup d'autres, ça m'a rendu crédible. Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout celui de l'entreprise. Et comme le numérique, Internet n'existait pas, ça a été la possibilité justement d'inventer et de considérer qu'on pouvait... entrer, apprendre, faire des choses. J'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, mais comme un designer. Il y a en vacances, c'est un moment qui est un moment important pour moi, pour mes 13 ans, le 14 juillet 1986, Raymond Loewy est mort et je me rappelle d'avoir lu sa nécro dans Libération à l'époque. Et Raymond Loewy qui est le pape, le père du design industriel, et une histoire en particulier qui était celle la légende dit que les gens étaient pas bien dans le Concorde et qu'on lui avait confié en fait le fait de repenser l'intérieur du Concorde avant de le confier à André Putman, et qu'il avait simplement eu l'idée de tirer un trait noir sur le plafond, et qu'à partir du moment où il y a eu ce trait noir sur le plafond, les gens se sentaient beaucoup mieux. Et cette capacité à inventer quelque chose d'assez simple qui a tout de suite de l'impact dans la vie des gens, la capacité d'avoir une activité de création mais qui suit aussi à vocation économique, ça c'est toujours ce qui m'a porté. Donc quand j'ai rencontré Internet, je me suis dit voilà, c'est l'occasion de le faire, et c'est comme ça que j'ai créé Faber Novel. Donc je dois forcément te poser la question, pourquoi les gens se sentaient beaucoup mieux grâce à ce trait noir ? Parce qu'apparemment, ça leur permettait d'avoir une perception de l'espace qui était plus grande. Alors, j'ai jamais pris le Concorde d'abord, puisque on est là pour se faire des confidences. Je dirais que je suis pas toujours très à l'aise en avion, mais que cet avion-là en particulier est réputé comme étant très très petit, donc l'espace était très confiné, donc et puis ça secouait parce qu'il va très vite, donc c'est ce qu'on dit. Après ça, c'est les belles histoires. C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Raymond Loewy, qui est critiquable parce que c'est le design commercial, c'est le design qui fait vendre, c'est un design qui a fait consommer. C'est beaucoup les années 50 américaines, Raymond Loewy. Mais ce qu'il y a aussi, je trouve, de très intéressant dans sa carrière, c'est que il a quitté la France jusqu'après la guerre de 14-18 en rejoignant son frère qui était chirurgien, qui s'était installé sur la côte est américaine. Il avait pas de boulot et il a commencé par faire les vitrines des grands magasins américains, et donc des années 20, 30, 40, 50, c'est vraiment lui qui a inventé en fait l'esthétique américaine, donc justement les voitures, les Studebaker, beaucoup en fait du merchandising Coca-Cola, et c'est aussi marrant de voir que ce petit Français qui a réussi comme ça à inventer beaucoup de ce qu'on identifie comme étant l'Amérique. D'accord. Oui, en effet, c'est alors quelqu'un que je connaissais pas. Pour la petite histoire, je crois que le Concorde a une particularité aussi, c'est que c'était un avion alors ils doivent tous s'allonger, j'imagine, mais qui s'allongeait énormément en vol. Je sais pas si tu savais ça. Je crois que il s'allongeait
je dirais de 50 cm à 1 mètre, hein, quand même. Ah oui? Ouais, donc il y a des endroits où tu pouvais placer la main derrière un tiroir, un placard pour. Bah écoute, je sais jamais. Comme je te dis tout à l'heure que j'étais pas tout à fait à l'aise en avion, je sais pas à quel point il faut se dire que c'est très solide et que ça ne bouge pas, ou qu'au contraire c'est tout à fait élastique et que ça s'adapte. Je sais pas. La matière. Mais que ça reste mystérieux et que ça vole. D'accord. Donc on peut c'est souvent le cas, mais je peux te définir aussi comme entrepreneur, j'imagine. Bah oui. Enfin c'est effectivement le trait d'union de tout ce que j'ai fait maintenant depuis 15 ans. Mmh. Et donc Faber Novel, c'est ta première entreprise? Non, j'avais participé à 2 créations précédemment. Une première qui était un site d'e-commerce de livraison à domicile. En quelle année du coup? Ça, c'était en 99, qui s'appelait City Rush, que j'avais créé à peu près en sortant de l'école et en rentrant de Londres, en fait, où j'avais travaillé 1 an et demi, et qui avait comme vocation de faire de la livraison en moins d'une demi-heure, de tout, alcool, cigarettes. On avait essayé d'obtenir des autorisations pour faire ce genre de livraison. Il y a un truc qui existe encore, je crois, qui s'appelle Allo Apéro, et qui on était en contact. Le projet s'était revendu juste avant, et c'était un peu le concept. Après ça, comme ça n'a pas fonctionné, c'est une période assez dingue dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un fonds de capital risque qu'on avait créé. On était vraiment en pleine bulle. Une époque bénie, je sais pas, mais dans laquelle on devenait à peu près expert de n'importe quoi en 15 jours. Ce qui est évidemment, quand on le dit comme ça, c'est un peu ridicule, mais quand on y repense, c'était aussi une période un peu échevelée. Et comme je le disais, moi qui venais pas du tout de ce milieu, c'était aussi, ça permettait à plein de gens de l'extérieur de pouvoir s'approprier, d'essayer de faire des choses nouvelles et de participer à ce qui reste pour moi une vraie révolution. Ça, c'était Up and Up, c'est ça? Exactement. Up and Up. Et là, tu étais cofondateur aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que c'est cofonder un fonds de capital risque en 99? Enfin, déjà, il fallait de l'argent. Il faut charger de l'argent. Là, j'étais jeune et il y avait un patron à ce fonds qui lui s'est particulièrement occupé de réunir de l'argent, qu'il a bien fait. Moi, j'étais plutôt en fait justement sur la partie plus opérationnelle, on va dire, donc trouver les projets, les accompagner en particulier, et puis dans un deuxième temps, puisque c'est un projet auquel je suis resté pendant 3 ans, de développer une offre au corporate qui est peut-être l'endroit où justement entre ce mélange entre incubation, relation corporate, c'est là en fait où j'ai pu réfléchir, tester et avoir l'idée de Faber Novel qui germe. D'accord. Et du coup, je crois que tu as fait une école de commerce qui s'appelle le SCP. Et directement après, donc l'Angleterre, Up and Up, cette entreprise de livraison à domicile qui m'a dit qu'il s'appelait City Rush. City Rush. Ça, il n'y en trouvera pas beaucoup de traces. cityrush.com, l'URL était pas mal. Et c'est vrai. Et du coup, comment tu disais tout à l'heure que tu viens pas de l'entreprise, c'est quoi, de famille? Moi, je suis fils d'enseignant. D'accord. Mes 2 parents, je les ai toujours, mais ils sont à la retraite maintenant, professeurs de français. Et donc, pour être très clair, j'ai eu la chance de ne fréquenter que des enseignants à peu près jusqu'à ma 20aine d'années. Donc, les milieux sont parfois un peu clos, et je le regrette pas parce que c'est des gens formidables, et que maintenant qu'on parle autant d'éducation et que c'est vraiment devenu, à mon avis, le sujet le plus important du moment. C'est un sujet sur lequel j'ai été très exposé, et puis aussi la condition des enseignants, du système éducatif, l'éducation nationale, un truc en passant que je répète souvent, qui m'a toujours amusé. Et c'est que quand j'étais gamin dans les années 80, on disait que les 3 plus grandes organisations au monde dans cet ordre, c'était General Motors, l'Armée Rouge et l'Éducation nationale française. Alors, en tant que fils d'enseignant, j'étais assez fier. Je me disais, tiens, c'est le capitalisme américain, le côté belliqueux justement de l'Union soviétique, et puis les Français, c'était les hussards noirs, c'était les enseignants, c'est l'éducation nationale. Mais c'est vrai que quand on regarde
l'étoile de General Electric ou même de l'Armée Rouge ont pu pâlir. C'est vrai que ces grandes organisations monolithiques, ces centaines de milliers voire ces millions en fait de personnes sur une seule organisation, c'est des modèles qui ont été beaucoup remis en question ces derniers temps. Donc simplement voilà, j'ai fait une école de commerce parce que c'était des études qu'on faisait à l'époque, puis parce que voilà, on est un peu porté par une époque et un parcours scolaire, et pas forcément par des aspirations, même si, j'insiste, j'avais envie de créer et j'ai envie d'être indépendant, donc création et indépendance, on peut finir un jour, et ça a été ma chance, entrepreneur. Et finalement, pour un fils de prof de français, quand même, une école de commerce, c'est quelque chose, même si elle est prestigieuse, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on t'enseigne, non? Enfin, de ce qu'on ce qu'on m'enseigne, d'abord, c'est l'occasion, je sais pas s'ils nous écouteront, mais de remercier mes parents, parce qu'effectivement, ils ont rendu beaucoup de choses possibles, par définition, mais aussi, je pense qu'ils auraient préféré que je fasse autre chose à un moment, mais ils m'ont pas empêché de faire ce que je voulais faire, et puis je pense qu'ils sont plutôt fiers aujourd'hui de ce que j'ai pu faire, mais c'est sûr que ça fait aussi de moi quelqu'un qui est très sensible, y compris dans le rapport avec mes collègues, à la façon dont on écrit, à l'orthographe, à des choses qui sont peut-être pas forcément des priorités évidentes quand on veut aller vite, distribuer le futur et être global et pas uniquement franchouillard. Des priorités que je partage et je comprends. Bah, écoute, je t'invite alors à inviter, je gagnerai peut-être 2 auditeurs comme ça, tes 2 parents à écouter ce podcast. Je le ferai. J'ai pour la petite histoire, la mère de Thibaut Elzière, qui m'a fait dire par son petit frère que elle avait pleuré à plusieurs reprises. Si elle nous écoute, Madame Elzière, on vous rend hommage. J'espère que tu ne comptes pas faire pleurer ma mère. Donc, parce qu'elle avait pas une habitude, c'est certainement pas ce dont j'ai envie. Non, parce qu'elle a découvert, c'était plus de joie et de compréhension ce que faisait son fils et dans tout ça. D'accord. Donc du coup, diplômé d'école de commerce, 2 startups très vite, mais alors du coup, comment t'arrives à... C'est quoi le déclencheur comme ça qui fait... comment tu découvres Internet, ou comment tu te dis je vais lancer une boîte? C'est quoi les... C'était toujours en toi, ou tu sais ce que c'est? Quasiment toujours en fait surtout sur Instagram récemment, mais donc sur Internet et les emails il y a donc maintenant plus de 20 ans. Comme je pense être très curieux, je fais des découvertes très tôt, donc je suis exposé aux choses très tôt, mais ça m'arrive souvent de mettre du temps en fait avant de vraiment m'y mettre. C'est-à-dire que donc je regarde, je touche, je teste, et puis après ça je mets de côté, et puis je reviens longtemps après. Et dans le cas d'Internet, qui était donc surtout des sites pas très beaux et des emails au tout début. La première fois que je vois Internet, c'était en 94-95. Je me rappelle en particulier un site e-commerce et c'était et je vois ça me marque, mais sans que j'ai immédiatement l'idée, l'envie en fait d'y consacrer ma vie. C'est bien après. C'est plutôt vers 99. Quel contexte? De quoi? La découverte, c'était dans une salle informatique à l'école, donc celle que tu as citée. Et avec un copain, on était 2 derrière une machine, et il a commencé à me montrer des trucs, et c'est là en fait que j'ai vu. Je me suis assez peu servi de mon email à l'époque, qui était une espèce de truc complètement cabalistique avec des lettres, des chiffres, et pas un prénom pour un nom. Mais ça a été assez tôt une libération pour je trouve Internet. Il y a d'abord il y a le sujet média, c'est qu'on a tous eu l'impression que quelque chose se libérait, que c'était évidemment un vecteur et aussi un objet, que les deux étaient là dès le départ, que ça je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est une chose que je répète
très très souvent à mes collègues et surtout les jeunes collègues chez Faber Novel, c'est que c'est aussi quelque chose où on a eu l'impression qu'on pouvait avoir qu'on pouvait être jeune et avoir raison. C'est-à-dire que très tôt, quand je te disais un peu tout à l'heure en forme de boutade qu'on pouvait devenir expert de n'importe quoi en 15 jours, une autre façon de le dire, c'est que ça a été un moment dans lequel le stagiaire en savait plus que le PDG dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quelle organisation. Et cette aventure, je trouve que m'intéresse peut-être encore plus que le reste. Oui, ce qui est toujours vrai en fait dans toutes les découvertes ou les nouveautés qu'on fait, que ce soit la blockchain, les cryptos ou quelque chose comme ça, où à chaque fois tu as des gens sur l'intelligence artificielle qui ont 24 ans et qui finalement bossent dessus depuis 1 an, 2 ans et qui sont super experts. J'ai tout de même un tout petit peu l'impression, mais peut-être que je me trompe et que je me suis éloigné, c'est que c'est des sujets tout de même qui deviennent plus techniques, qui demandent une compétence, être un vrai expert de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la blockchain, en 15 jours, ça me paraît, peut-être que des gens y arrivent, mais ça me paraît assez audacieux. Et je pense aussi que le sujet du Bitcoin, tout ce qui est crypto, est un sujet d'investissement, un sujet de spéculation, presque plus un sujet technique qui existe et qui a toujours existé. Ce que je voulais dire par là, c'est plus parce que à la limite, tu vois, dans ma première réflexion, je pourrais me dire, tu prends les réseaux sociaux, tu te dis c'est plus accessible, mais en fait c'est pas plus accessible parce que les réseaux sociaux, bien maîtriser les réseaux sociaux, très bien les maîtriser, ça prend du temps aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas des gens qui ont 20 ans de plus que toi et qui ont 20 ans de carrière dans tout ça en tout cas. Alors pour se mettre d'accord, si tu veux, là encore. Moi, une de mes expériences, c'est que certaines choses sont possibles à certains moments. C'est-à-dire que créer Faber Novel, par exemple, c'est pour moi, je maintiens que c'était le bon moment, c'était 2003. C'était pourquoi ? Parce qu'on est après la bulle Internet, donc des choses sont sorties, des modèles ont émergé. En même temps, il y a un vrai désintérêt pour. C'est une période un peu de vrai refroidissement en fait de l'écosystème, du système. C'est marrant parce que les meet-up où moi j'ai vu les meet-up de la bulle internet où on payait du champagne à des jeunes gens au muséum d'histoire naturelle devant les squelettes de dinosaures en rigolant, en disant « Ah là là, toutes ces vieilles boîtes, on va les avoir ». Et puis, quelques mois plus tard, on était dans une situation où tous les banquiers d'affaires, les consultants stratégie, tous ceux qui avaient revenu cette mouvance-là, étaient retournés au bercail et au chaud. Et donc, il y a eu ce moment. Et que derrière, quelques années plus tard, avec le lancement en fait de tout ce qui est fonds d'amorçage, capital risque, auquel j'ai un petit peu contribué avec OpenUp, mais d'autres l'ont fait mieux et plus longtemps. On pouvait faire financer des projets. Donc en 2003, quand je fais Faber Novel, il faut trouver un modèle économique qui est plutôt celui du service pour pouvoir émerger. Et même si on s'intéresse à des startups et si on fait des startups comme ça a été le cas depuis le départ avec Digitic et puis avec beaucoup d'autres projets qu'on a pu mener depuis Faber Novel, en utilisant Faber Novel comme une plateforme, parce que ça a toujours été mon idée, ma volonté pour Faber Novel, on pouvait pas faire autrement que de commencer comme ça. Et d'ailleurs, j'aime bien, ça fait toujours plaisir de se comparer à Google. Je crois que Google, l'histoire s'explique aussi avec un timing, s'explique avec un rythme. Ils arrivent tardivement sur le moteur de recherche. Donc il y a déjà AltaVista, il y a déjà beaucoup de modèles qui préexistent, avec des offres qui sont du coup moins bonnes que Google, mais qui sont pas mauvaises. Ça faisait le travail à l'époque. Ils arrivent avec une offre plus technique, ils lèvent un paquet d'argent. Derrière, boum, parce que là on parle de 98, 98 jusqu'à 2000-2001, puis bulle internet, éclatement de cette bulle qui fait que du coup faire un nouveau Google c'est pas facile parce que tout le monde a pris froid, plus personne n'investit. Et si tu te souviens, c'est je crois 2004, la première introduction en bourse après la bulle internet, c'est Google. Ouais. Donc ils reprennent en fait dès que le modèle, les portes se ferment derrière eux et quand elles se réouvrent, c'est devant eux.
Et donc ils ont la possibilité tout d'un coup justement de refaire une IPO qui est phénoménale à l'époque, et donc de se réouvrir pour des années, alors que là encore, 2004, les modèles sont encore très émergents. AdSense et je sais même pas s'il est déjà intégré, s'il a dû être intégré. Eric Schmidt est aux commandes, mais le modèle économique a pas du tout livré ce qu'il devait livrer et ce qu'on connaît de lui aujourd'hui. Ouais. Donc c'est beaucoup d'histoires de timing. Donc c'est-à-dire que moi je peux vraiment évidemment que féliciter Sergey Brin et Larry Page, mais l'histoire c'est que c'est eux, mais c'est aussi pour moi beaucoup une histoire qui ne pouvait s'écrire qu'entre 98 et 2003. Et donc là, ton analyse là-dessus, parce qu'on en parlait notamment avec Pierre Valade sur Sunrise, et des facteurs de chance, quand on t'entend... il y a quand même une partie de chance dans cette fenêtre. Je veux dire, Google savait pas forcément qu'il y aurait une bulle qui arriverait à ce moment-là et qui seraient les premiers à la réouverture des marchés, en tout cas, sur une IPO, sur une introduction en bourse. Mais quand tu penses à Faber au début, toi, tu te dis, parce que toi, t'es après la bulle déjà. Donc, tu te dis, c'est le bon moment déjà. Enfin, mais je me dis que c'est le bon moment, mais par rapport à d'autres, tu vois, c'est-à-dire que, il y a un sujet, j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la forme de condescendance qu'on a pour les activités de service. En France et plus généralement dans le milieu des startups, c'est-à-dire que si tu veux, vraiment le modèle du service, c'est quand tu dois manger et que vraiment t'as déjà pivoté 17 fois et encore. Je veux dire, d'ailleurs, les meilleurs, les plus courageux diront, j'ai tellement pivoté que j'arrête et je passe à autre chose et je referai un produit. Là où je pense que moi je crois beaucoup au service. Je crois que le service, il y a de nouveaux modèles économiques qui peuvent être et de nouveaux modèles d'organisation qui peuvent être associés au service. Je trouve particulièrement noble de travailler en fait à la transformation de grandes organisations qui ont besoin pour assurer le boulot de nos parents, nos frères, nos sœurs, et bien sûr, aussi, bien sûr, ouais. bien sûr, parce que je veux dire que le marché, tu as raison, parce que le marché depuis, dire que a commencé des grands pour aller vers le plus petit, mais tu as raison. Mais donc d'assurer en fait cette transformation, cet accompagnement qui est nécessaire en fait d'un tissu industriel, que peut-être que Renault sera capable demain d'avoir des véhicules autonomes. Pourquoi est-ce que ça serait forcément d'autres, et si je dis Renault, ça peut être PSA, ça peut être évidemment d'autres, mais donc il y a ce sujet. Et puis je trouve que ça reste des domaines de formation et d'apprentissage exceptionnel. C'est-à-dire que donc après ça on peut les faire et c'est la chance qu'on a eue, c'est d'être aussi du bon côté en fait de la fracture numérique. C'est-à-dire qu'on est né en 2003, donc avec, on s'est jamais posé la question de savoir s'il fallait faire avec ou avec sans. Ça a forcément été avec. Je me permets de reformuler peut-être d'une part pour voir si je comprends bien ce que tu me dis, et d'autre part pour ceux qui... Surtout si je suis pas clair. Merci. Non, t'es très clair, mais ceux qui sont moins habitués aussi à ces problématiques, quand tu parles de services et d'entreprises de services, c'est que ce soit Faber Novel comme Cosa Vostra, comme beaucoup d'autres, nous on vend du service. Donc on a appris ça à l'école généralement, mais et souvent dans le monde dans lequel on vit, on va voir une entreprise de service versus une entreprise de produits, comme peut-être Google ou toutes les startups qui lèvent beaucoup d'argent généralement sont plutôt des entreprises très axées produits, un logiciel, j'en passe des meilleurs, un moteur de recherche, etc. Et souvent, que ce soit pour un employé ou un investisseur ou pas mal de gens, on va dire le service c'est moins cool, c'est moins fun et on le met un peu de côté. Alors moins cool et moins fun, je me battrais toujours pour démontrer le contraire. Moi aussi, mais je le sens aussi comme potentiellement parfois moins prestigieux et comme moins cool et moins fun, j'ai des arguments avec prestigieux. Le prestigieux c'est quelque chose de peut-être de plus difficile à objectiver. Je fais simplement le constat qu'en plus, quand on est en Europe et a fortiori en France,
c'est des domaines qui sont des domaines où on est très bon. Alors c'est justement des Capgemini, des Publicis, des Atos, on a beaucoup de ces entreprises qui sont des leaders mondiaux, mais qui sont avant Internet. Je pense que juste on serait bien inspiré. Je suis vraiment très fier et heureux pour les Blablacar, Algolia, et Criteo, et je suis très impressionné et puis très heureux pour eux, mais je pense qu'on a la possibilité, voire le devoir, de créer des grands champions, et c'est ça que je veux faire avec Fabien Novel. Et je te rejoins particulièrement là-dessus parce que venant moi du produit à plusieurs reprises, j'ai mis assez longtemps à assumer et à comprendre ce que tu veux dire là. C'est-à-dire à un moment se dire, à réaliser en fait que déjà le prestige, et le côté fun, et alors surtout très intellectuel, riche intellectuellement en tout cas, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec des clients notamment assez variés potentiellement, dans du transport, tu parlais de Renault, mais ça peut être dans des médias, dans des techs, des choses comme ça, et de pouvoir d'une part comprendre leur métier et les accompagner à aller ailleurs. Et je pense que c'est super riche, c'est super chouette. Et alors après, c'est vrai que quand tu parles de prestige, il reste quand même très prestigieux, j'imagine, de travailler dans les énormes cabinets de conseil. Ça reste des endroits où les gens veulent travailler, j'imagine, que ce soit EY ou ceux que tu viens de citer pour des Français. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins recherché que d'aller finalement chez Facebook ou chez Google tout de suite. À tort ou à raison. D'ailleurs, d'abord, tout le monde peut pas y aller, donc et je pense que cette génération, j'espère que ils seront nombreux ceux qui nous écouteront, a envie d'apprendre. Enfin, moi, ce que je vois chez ces jeunes filles, jeunes gens qui nous rejoignent, pas que les jeunes, mais je veux dire que eux, justement, connaissaient déjà ces modèles, mais qui ont été exposés à une chose que je vais t'expliquer dans un instant et que j'appelle le syndrome NBA, ils sont peut-être plus jeunes. Et donc, ils ont envie d'apprendre. Et ce qui est leur gros enjeu, je pense que c'est plus que n'importe quelle autre génération, et évidemment la mienne, c'est ce qui compte, c'est leur employabilité est un sujet qui est un sujet dès le départ. C'est pas à aucun moment ils se disent je vais pouvoir tirer profit de ce que j'ai appris et soit me la couler douce, soit gagner beaucoup d'argent. C'est pas l'enjeu. L'enjeu est systématiquement en fait d'apprendre et de continuer à apprendre. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on a la chance vraiment d'avoir des métiers super parce que vraiment on apprend énormément et que non seulement on apprend, mais en plus on apprend au contact de personnes qui savent des choses. C'est-à-dire que, bon, évidemment la structure, mais aussi quand travailler avec des clients, c'est connaître des gens qui sont très bons sur des sujets et qui, par définition, s'ils font appel à toi, admettent en fait qu'ils ont des limites sur d'autres sujets. Donc c'est et j'ai un autre exemple qui m'amuse, c'est Saint-Gobain, 352 ans. Donc quand on a 352 ans, on a connu quelques-unes des révolutions industrielles. On est passé par des hauts et des bas. Donc ça veut dire qu'on a compris un ou deux trucs. Donc c'est intéressant de travailler avec ces boîtes-là. Et donc, le syndrome NBA. Le syndrome NBA, moi, c'est ce que comme ça que j'appelle cette passion que je trouve complètement compréhensible, parce que non seulement j'adore les startups, mais j'aime bien aussi le basket, qui fait que on est attiré par un modèle dans lequel on n'est pas immédiatement en capacité d'avoir le meilleur championnat, dans lequel on n'a pas tout de suite les meilleurs débouchés, ne sont pas chez nous. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce modèle est assez dangereux. On pourrait dire qu'on se tire une balle dans le pied. Et si je dis syndrome NBA, c'est que tous les gamins qui rêvent de jouer du basket, si ils rêvent de basket, c'est peut-être plutôt pour jouer aux Los Angeles Lakers, aux Chicago Bulls, aux Pacers, qu'à Limoges, Villeurbanne ou Tourcoing, qui sont pourtant des très très grandes équipes, mais voilà, et que du coup systématiquement, si on imagine un modèle qui penche,
on peut pas être surpris derrière en fait de renforcer en fait une forme de déséquilibre. Et de ce point de vue-là, et pour continuer à tirer la métaphore sportive, il faut qu'on imagine notre Champions League, notre Formule 1, un championnat, un sport dans lequel justement on est vraiment les meilleurs. Est-ce que aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'occasion? Personnellement, j'y crois pas tout à fait. Est-ce que ça va être les crypto-monnaies, la blockchain, ou effectivement, y compris d'un point de vue réglementaire, parce que comme on a souvent l'impression qu'en France on est très en retard, voire très dur sur ces conditions et qu'on tue l'innovation, souvent là l'impression qu'on a décidé à peu près l'inverse. Donc mais en tout cas c'est à inventer, c'est certainement à inventer aujourd'hui. C'est des très bonnes réflexions et remarques, et je pense qu'on y reviendra, mais je voudrais vraiment qu'on revienne, parce que là on est déjà complètement dans le dur et dans le vif de Faber et de ce que tu fais, de tes préoccupations presque quotidiennes, mais du coup on n'a pas du tout expliqué, tu m'as dit 2003, création de Faber Novel, bon moment, mais comment, pourquoi, avec qui? Alors moi j'ai un petit indice, puisque évidemment on a eu, pour ceux qui l'ont écouté, Clément Alteresco qui nous parle de votre rencontre, et donc qui est le fondateur de Bureau à partager, un très bon épisode pour ceux qui l'ont pas écouté, et qui nous dit qu'en gros il était ton stagiaire pour son stage de fin d'études. Si je comprends bien, si je me souviens bien, il était même ton stagiaire, mais dans une autre entreprise. Il avait dû signer une convention dans une autre entreprise, et il t'a suivi quand même alors que tu lui as dit que t'allais ailleurs, donc il a dû retarder, je crois, son diplôme même d'un an. Je sais pas si tu te souviens de tout ça, mais je crois il m'a mis ça sur le dos. Ouais, exactement. Parce que moi, je peux avoir d'autres versions des faits, mais bon, je laisserai sa version, alors. Je suis preneur de règlement de compte. Et donc, du coup, Clément nous raconte toute l'aventure Digitique, l'aventure Bureau à partager, Paris Soma, à tes côtés, avec une approche, tu le disais, de plateforme autour de Faber Novel. On y reviendra aussi. Mais donc, j'ai cru lire à un endroit que tu étais passé justement dans un gros cabinet de conseil. Deloitte. Ouais, je suis passé chez Deloitte. Ouais. Mais du coup, ça, c'est post-ESCP. À quel moment par rapport à CityRush, OpenUp? C'est donc quand je quitte OpenUp, je me suis rendu compte que le finance, j'ai abandonné, peut-être à tort, toute croyance dans le modèle du financement d'amorçage. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai fait du financement d'amorçage en haut de cycle, avec la bulle Internet derrière. Donc vraiment, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait un enjeu en fait de business qui était là en revanche. Donc c'était qu'on a la possibilité en fait de penser des produits, des projets et de leur trouver un débouché peut-être plus rapidement que ce qu'on imaginait. Je me suis rendu compte aussi que créer une boîte, créer un projet, c'était souvent moins cher que ce qu'on imaginait auparavant. C'est-à-dire que t'as dû l'entendre déjà 200 fois, mais c'est vrai que tout ce qui est les coûts qu'on avait pour créer un site, pour imaginer une entreprise, se sont effondrés. Donc ça devenait de plus en plus facile en fait de proposer un nouveau produit, une nouvelle offre. Et on parle même pas de l'époque pré-internet et pré-site, bien sûr, c'était encore plus cher. Donc en fait, on voyait que ça tournait quasiment par zéro. Ça veut rien dire, mais que même avant que Amazon fasse Amazon Web Services et qu'il y ait toutes ces offres qui permettaient en fait de construire des sites de façon totalement modulaire et en partant quasiment, en dépensant quasiment rien au lancement, et puis en ayant la possibilité de scaler, pour utiliser le fameux mot des startups. Ça, c'est les constats de départ. Ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il y avait des grandes entreprises qui avaient besoin de se transformer et qui avaient l'argent pour le faire. Oui. Donc c'était une occasion géniale de pouvoir devenir expert assez rapidement et d'apprendre des choses à leur contact en étant payé pour le faire. Donc vraiment, là pour le coup, il y avait un modèle extrêmement vertueux à mettre en place, et que peut-être, même si on l'a fait assez régulièrement par envie, par volonté de participer à des aventures.
beaucoup plus qu'en fait en espérant avoir un retour. Donc ça c'est l'investissement dans les startups, c'est l'amorçage. En revanche, on pouvait être un excubateur qui est en fait un peu notre modèle et un mot qui est une marque déposée d'ailleurs de Faber Novel. Parce que moi qui avais beaucoup participé à la phase précédente aux incubateurs, on ayant travaillé sur le fonds d'amorçage, on a monté la première association des incubateurs en France, enfin tous ces sujets-là. Je m'étais dit tiens, on peut faire au même moment quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais avec des clients différents, qui sont servir des grandes entreprises à se transformer, leur proposer en fait des nouveaux produits, des nouveaux services et de faire évoluer leur posture, leur culture, et au même moment créer des startups et les excuber. Et ça c'est vraiment c'est le modèle de base de Faber Novel et c'est vraiment l'idée en fait qui a été celle du départ. Donc créer des startups, pas pour tes clients, mais pour nous, toi. Mais avec cette idée que on pouvait prendre des risques et se planter. L'idée de se dire que c'était très important parce que je l'ai pas encore dit, mais si on s'appelle Faber Novel, il y a deux choses qui sont qui disent qu'on est dans notre nom. C'est la consonance latine. Qui pour moi était importante parce que je ne voulais pas, et même si on a réfléchi à des noms internationaux, enfin j'ai la consonance internationale, on voulait que ce soit une forme d'espéranto, mais je voulais pas que ce soit immédiatement de l'anglais parce que j'avais l'impression que c'était un peu reconnaître c'était quelque part, et à tort sans doute, mais un aveu de faiblesse. Je voulais quelque chose qui dise vraiment d'où on vient, mais en même temps qui puisse dire qu'on a une vocation qui nous dépasse et qui soit pas très, là encore, je disais tout à l'heure, franchouillarde. Donc le nom et le Faber, le fait de faire cette certitude que à l'ère numérique, alors le mauvais côté des choses et la critique, ça peut être le solutionnisme, mais en même temps, c'est vrai que en faisant, on apprend. Qu'il y a des idées dans mon métier qu'on peut avoir que par la main et pas forcément par la tête. Il faut avoir fait pour avoir l'idée et pas inversement. Et tout ça, c'est ce qui était au début de Faber Novel. Donc, j'insiste, un modèle qui était un modèle dual de conseil, de service, mais aussi d'excubateur. Et cet excubateur, ça devait être un peu notre R&D, cette capacité aussi à dire à des clients, regardez, si on sait le faire pour nous, on sait le faire pour vous. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et très 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 vite en fait, le premier projet de Faber Novel, c'est un projet qui dure quasiment depuis, puisque encore maintenant on fait les applications de la RATP, on est très très bon en application de transport. On travaille avec G7, avec Blablacar, avec plein d'acteurs, avec Infrabel en Belgique. Mais on a commencé tout premier projet, c'est les temps de passage des bus et des tramways sur téléphone mobile. Et de ce projet, on s'est dit très vite, qu'est-ce qui se passe si on télécharge le ticket de bus, puisque une fois que j'ai le temps de passage, je le mets dans mon téléphone portable. On a commencé un projet de R&D avec Orange Labs qui s'appelait encore France Télécom R&D à l'époque. Une boîte qui faisait du rendering, je sais pas si ça dit quelque chose, qui s'appelle MobiVillage, qui faisait des téléchargements de logos et de sonneries, puisqu'en fait le ticket à télécharger, c'était une époque qui était complètement différente, puisque les formats à l'époque, il y avait quasiment autant d'OS que de téléphones portables. Et les téléphones portables, avant l'iPhone, on avait tous des téléphones portables différents. Depuis, on a quasiment plus que 2 modèles. Enfin, peut-être 2, j'exagère, mais enfin bon, en tout cas, ça s'est beaucoup simplifié. Avant, on avait une flopée. Donc, il y avait un vrai casse-tête, en fait, sur la capacité à rendre, en fait, les images, puisqu'en fait, tous les systèmes étaient différents. Et donc, on s'était associé avec MobiVillage. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de Digitic, puisque une fois qu'on a dématérialisé, en fait, des tickets, pour les transports en commun, on a bien vu que le marché était compliqué parce que c'était un bout de logiciel pas très compliqué d'envoyer un code barre, que ce soit sur internet, par email ou en téléchargement sur téléphone mobile. Donc très vite, on s'est dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe si on le met dans le domaine du loisir et face à ce duopole qui était encore à l'époque France Billet et Ticketnet, donc Fnac Carrefour et Auchan Virgin à l'époque. D'accord. C'est dire si il y a longtemps. Et en effet, Digitic, on parle de cette association, de ce lancement avec E-Mode et Bouygues, je crois. Tout à fait. Sur un événement à Dauphine, je crois, et une
une histoire assez faramineuse avec un associé du sud de la France, je crois, une entreprise. Et alors, alors déjà, je reviens sur deux petites choses avant d'entrer là-dessus. Mais déjà, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et donc que ce soit le côté latin, Faber Novel et Cosa Vostra, on partage ça aussi. Je voudrais dire que je me le gardais pour la fin de l'épisode, mais tant pis. Je voudrais dire que c'est vraiment une inspiration et pour Cosa Vostra, ce qu'on fait. Donc Faber Novel est une target dans le bon sens du terme, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui donc bravo, parce que là-dessus c'est une entreprise très inspirante et je pense aussi très élitiste qui va chercher, mais dans le bon sens du terme aussi, hein, mais qui va chercher vraiment de l'excellence, je pense, dans la réflexion et dans les tests, mais aussi du côté Faber, et que j'aime beaucoup, qui est vraiment de l'exécution, du fait de ce penchant du conseil qui est juste de dire tiens, je te balance un PowerPoint, débrouille-toi. C'est pas suffisant dans le monde dans lequel on vit et dans les univers digitaux qui évoluent à cette vitesse. Donc évidemment, nous on partage ça et je trouve ça vraiment fantastique et en plus extrêmement visionnaire au moment où tu l'as monté. Donc voilà, et pour revenir sur ce startup studio, finalement, cet excubateur ou qui a plein d'autres termes, c'est vrai que je sais pas comment tu le vis, mais nous, ce qu'on voit avec mes associés, c'est que quand tu as la chance d'avoir des gens aussi bons qui travaillent avec toi sur un certain nombre de choses et que de temps en temps, ils ont peut-être un peu de temps. Et puis tu vas leur dire, tiens, on va essayer ce projet, on va se faire ce machin, tiens, c'est là-dessus, il y a un truc à tester. Pouvoir le faire, enfin, je veux dire, c'est un rêve fantastique d'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est un investissement, ça reste un investissement, puisque des gens que tu payes, ils sont sur ton payroll, et puis voilà, mais de toute façon, ils ont ce temps, et toi, tu peux investir ce temps dans des choses qui, comme tu le dis, est une forme de R&D, mais qui peut avoir différents débouchés. De temps en temps ça foire, de temps en temps ça fonctionne. Donc voilà. Donc sans jugement de valeur par rapport à ce que je dis après, et sur Digitic, Clément nous explique que, alors pour sa part, je sais pas si c'est la même chose, l'histoire montre que ça a été finalement un succès faramineux en termes de business et d'exécution, et beaucoup plus difficile pour lui, au moins sur le côté retour sur investissement par rapport au temps, par rapport à tout ce qu'il a sué dedans et sur l'argent qu'il a récolté de tout ça. Alors déjà, j'ai un peu honte parce que j'ai pas écouté le podcast de Clément. Et je cherche pas du tout. Donc ce que je sais pas comment il l'a présenté, Clément. C'est que c'est un point de vue humain qu'il y a une forme de déception, parce que à un moment il a fallu qu'on passe la main, puisque moi j'avais décidé, et mon projet maître c'était Faber Novel. Donc j'ai toujours décidé de rester sur Faber Novel. Pas eu à chaque fois que j'ai créé des projets comme celui-ci, puis bureau à partager ensuite, puis c'était à chaque fois, moi je voulais rester sur Faber Novel. Donc c'était aussi ça le modèle d'excubation. Donc si tu veux, pour moi la priorité et la démonstration du modèle Faber Novel a toujours primé sur le reste. D'accord. Et ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que j'ai toujours trouvé je me suis toujours dit qu'il fallait que je passe la main à un certain moment. Donc, et puis que quand tu passes la main, tu passes la main. Donc, et Clément, qui de toute évidence, ce que tu l'as dit, était pas très expérimenté à l'époque, puisqu'il était pas loin d'être stagiaire, peut-être même qu'il était encore au tout début, a été associé, a été dans le projet, l'a suivi. Et puis quand on l'a confié, écoute, on a passé le relais à des personnes qui ont, pour moi, remarquablement exécuté, pour encore utiliser un mot de start-up, qui est pas très heureux, je trouve, exécuté en l'occurrence, mais vraiment ont très très bien mis en œuvre en fait le projet et le plan, et à tel point qu'ils ont réussi à céder remarquablement cette start-up assez rapidement à Vivendi, et que c'est des très grands entrepreneurs. Alors après, est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce qu'on aurait pu avoir plus? Est-ce que moi je me suis jamais posé des questions comme ça, et aussi peut-être que je dis pas qu'on a tort de se poser des questions comme ça. Souvent, je me fais le reproche ou
Et peut-être qu'on me fait le reproche d'en laisser sur la table, comme disent les anglo-saxons. Mais tant qu'on a la possibilité de jouer sur d'autres tables et d'avoir aussi gagné à cette table, ça me pose absolument aucun problème. Aucun problème. C'est toute la difficulté de ce côté plateforme ou startup studio, c'est quoi? T'as des bébés, pour prendre cette mauvaise analogie aussi, mais des projets que tu vas lancer sur lesquels au début, par exemple, c'est ton idée ou l'idée de quelqu'un avec qui tu es, que tu développes et puis que tu vas laisser vivre ailleurs, excuber comme tu le dis. Ah non, mais de toute façon, je suppose, je sais pas si je vais tuer comme ça, des rêves, Des vocations. des vocations, je sais pas, mais enfin, en tout cas, des illusions pour les personnes qui nous écoutent. Mais c'est dur, c'est pas toujours, enfin, c'est parfois violent. Pour une réussite, combien d'échecs, enfin, on est dans une époque où et on parle des choses qui vont bien et tant mieux. Enfin, sinon, on n'aurait pas parlé tout le temps et puis on n'aurait rien à raconter, ce serait pas intéressant. Mais c'est sûr que c'est compliqué, qu'il faut 1000 fois remettre travailler sur le métier, que une des raisons, par exemple, qu'il faut jamais oublier, c'est que une des raisons principales d'échec des entreprises, c'est l'entente entre les associés. Donc, dans un cas comme le mien, où j'ai créé Faber Novel seul, et même si voilà, avec tout le bien que je pense de Clément, j'ai commencé avec 2 stagiaires, donc c'était pas des co-founders. Donc c'est certains disent qu'ils veulent pas entendre parler des projets où il y a pas plusieurs co-founders. Moi je sais pas quoi dire. Je sais pas parce que effectivement, dans mon cas, je peux pas dire que ça m'a réussi parce que je sais ça aurait peut-être encore mieux réussi avec des cofondateurs. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a permis d'éviter de pas être d'accord avec quelqu'un à un certain moment. Peut-être que un cofondateur m'aurait dit, mais vas-y, on fait all-in sur un Digitic et on abandonne l'activité de Faber Novel. Ce que j'aurais considéré dommage aujourd'hui. Tu l'aurais envoyé sur Digitic. Mais non, heureusement, tu es d'accord avec toi-même. C'est déjà ça. Ouais, non, mais c'est simplement, je pense qu'il n'y a pas de, je me méfie des pseudo-gourous qui disent qu'il y a qu'une seule façon de faire, qu'il faut le faire. Je veux dire que est-ce qu'il faut commencer à plusieurs ou tout seul? Quand tu dis que je suis cohérent, je répète, c'est se dire qu'il y a plus de chances de réussite et en même temps démultiplier les chances de s'engueuler ou qu'il y en ait un qui décide de partir vivre avec son mari ou sa femme en Colombie parce que c'est un projet de vie. Enfin, tout ça, c'est des choses qui existent. On les a tous vues. C'est tout le fil conducteur de ce podcast, donc Génération Do It Yourself, des gens qui se sont lancés, c'est de montrer et d'essayer de comprendre un peu les clés de succès. Et évidemment, plus j'avance, plus je remarque qu'il y en a pas. Même s'il y en a une ou deux quand même, où la plupart des gens avec qui j'échange ont beaucoup travaillé à un moment ou à un autre. Là, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont réussi dans ce qu'ils voulaient entreprendre, en tout cas sans rien faire. Mais sur le reste, en effet, on te dit il faut un founder technique absolument si tu veux un projet technique, sinon ça marche pas. Donc je peux prouver plein de fois le contraire. Rien qu'en écoutant un certain nombre d'épisodes, il faut plusieurs fondateurs ou pas. Il faut pas plus de 2, pas plus de 3. Enfin, il y en a qui vont être 7 ou 8, qui vont tout partager avec. Voilà, il faut un qui a plus que les autres parce que. Enfin, donc en effet, aujourd'hui, on a pas mal de règles, mais qu'on peut pas respecter. Donc toi, tu as créé Faber Novel en 2003 tout seul. Ouais. Avec 2 stagiaires, mais voilà. Donc actionnaire à 100%. Et puis par ailleurs, alors j'avais pas 100% parce que j'avais 2 petits actionnaires à 5% et personnes qui étaient plutôt des mentors, un peu comme des business angels, des personnes qui m'ont accompagné. Il y en a un qui est décédé et l'autre qui était mon ancien patron chez Deloitte qui s'appelle Bernard Norlin et que j'aime beaucoup et avec qui je suis toujours en contact. D'accord. Mais qui sont d'ailleurs, pour tout te raconter, parce que je te raconte plein de secrets, ont été rachetés par Clément, qui est devenu associé au bout de peut-être 2 ans. D'accord. Ok. Bon. Donc voilà. Donc
Voilà, je sais pas, je vais écouter son podcast, mais j'espère qu'il s'est pas trop plaint parce que je pense qu'il n'a pas trop à se plaindre. Non, il s'est pas trop plaint, et puis surtout, on sent que l'expérience après Paris-Soma et Bureau à partager sont des choses. On sait plein de choses. Ouais, vous êtes bien marrés et fait pas mal de choses ensemble. D'accord. Et donc 2003, Faber Novel, et je crois que vous êtes parti directement avec des clients. Enfin, tu les avais sous le coude ou t'as lancé, t'as cherché, t'as trouvé? Non, moi je suis parti avec un seul client, celui dont je te parlais tout à l'heure dans le domaine du transport, qui était Transdev. D'accord. Et après, assez vite, on a commencé à travailler avec la RATP, ouais, qui est notre deuxième client. Qui est vraiment pour moi, peut-être avec Transdev, mais le client que j'identifie le plus chez nous. Ah oui, pas mal. Ouais. Ah, c'est marrant. Enfin, écoute, alors je vais pas dire autre chose que c'est des clients qui sont toujours les nôtres et qu'on a donc depuis 15 ans. Donc oui, oui, je suis fier d'être associé à eux. Mais enfin, aujourd'hui, c'est effectivement on en a pas mal d'autres. J'imagine. Et donc penchons-nous rapidement, ou pas d'ailleurs, mais sur l'aventure Faber, parce que Faber Novel, c'est une entreprise qui a eu une croissance quand même assez rapide, et à la fois, j'ai l'impression, par palier, non? De vue de l'extérieur, j'ai eu l'impression que c'est monté très vite, puis ça pas du tout stagné, mais en tout cas, il y a un moment où tu as peut-être reconsolidé, je sais pas, je dirais peut-être 7-8 ans après la création, et puis là j'ai l'impression que depuis quelques années c'est reparti tambour battant. Alors toi de l'intérieur t'as probablement peut-être pas senti ça. Non, c'est très juste, alors moi j'ai toujours l'impression qu'on vit le moment le plus important, et vraiment le tipping point, c'est vraiment d'ailleurs ça arrive assez régulièrement, mais mes collègues de se moquer de moi, et ils ont raison, parce que j'ai toujours l'impression que le moment est le moment qui est le plus important. Donc ma femme te dira la même chose aussi. Ah oui. Je pense qu'elle en peut plus, et je passe ma vie à lui dire là cette année c'est l'année où tout se joue, et voilà, tous les ans tout se joue. Ouais, donc tu vois, c'est bon, mais on n'a pas forcément tort non plus. Donc c'est pas mais bon, et donc je pense qu'au début on a commencé, j'insistais beaucoup sur un livre qui est Le désert des Tartares, Dino Buzzati, où il y a un type dans le désert qui se prépare à une guerre qui viendra ou qui ne viendra pas, et qui fait en sorte d'avoir une armée un peu imaginaire, et moi j'ai toujours eu la volonté de faire un Faber Novel au départ qui apparaissait comme beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant qu'il n'était. Donc ça a toujours été un développement, et c'est aussi pour ça que typiquement, alors qu'on n'avait rien et que ça commençait à peine, j'ai toujours voulu une équipe. Toujours. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, avoir une équipe, c'était la possibilité de montrer qu'on était, qu'on existait, qu'on était, d'où le fait de commencer, non pas avec un stagiaire mais avec deux, de recruter très très vite derrière. Fake it until you make it. Complètement. Sur mode et puis, enfin, là, je donne mais comme ça, mais un peu comme je parlais tout à l'heure du syndrome NBA, il y en a une autre règle que j'aime bien, j'appelle ça les 300 DPI, c'est d'avoir une idée en fait, si tu veux, d'une image ou d'un concept qui soit suffisamment dense en termes de définition, de façon à ce que, comme quand tu le fais sur une image et que tu tires sur l'image, ça pixelise pas. Donc avant même de parler de la scalabilité, donc d'avoir cette anticipation en fait de ce que tu seras plus grand, et de comment tu dois te montrer, dire. Et j'ai eu de la chance parce que, comme je te le disais, on a pris le sujet assez tôt. On a été parmi les premiers, si ce n'est le premier, sur nos sujets. Et que du coup, on a pu prendre en termes de paroles, de contenu. Je fais référence à Gafanomics, à toutes nos études qu'on a pu. Enfin, on a pu prendre assez tôt la parole sur des sujets que d'autres ne traitaient pas. De le faire en y passant beaucoup de temps, et en faisant, et quand je te parlais tout à l'heure de design de Raymond Lewis, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, en faisant très attention à la finition des choses, à la qualité des choses, ce qui a toujours donné l'impression qu'on était plus grand et plus fort qu'on était.
Et je dis pas qu'on n'était pas fort et pas en train de grandir, mais c'était vraiment comme ça qu'on s'est. Donc cette impression que tu as eue où assez vite on a grandi, on était grand, mais on avait besoin Enfin, on grandissait, mais on était encore petit. Mais on avait une image qui était une image déportée, qui était, enfin, supérieure à la réalité. Et il s'est passé après ça quelque chose d'important. Je t'écoutais tout à l'heure, c'est que tout de même, et je ne me permettrai pas de donner de conseils à Cosa Vostra, mais je pense aussi qu'on a clarifié notre modèle. Donc, il y a un moment où on faisait un peu tout, on pouvait faire des projets, les gens venaient, enfin, et il y a eu un moment où moi je me suis dit, bon, ça suffit maintenant. C'est super, mais c'est un modèle qui est peut-être un modèle un peu narcissique parce qu'il est sympa, parce qu'on peut tout faire, parce que tout est possible. Mais maintenant, si je veux quelque chose, c'est que je veux que ça grandisse suffisamment de façon à ce que ça puisse être toujours intéressant pour mes collègues. Et que donc, que ce soit l'international, que ce soit en fait les projets, que ce soit les carrières, on a affaire à des gens exigeants. Si on ne grandit pas très vite, on aura du mal en fait à garder des gens très bons ou à faire venir des gens aussi bons. Donc c'est là, et peut-être ça aussi où tu t'es dit, bah tiens, ça réexplose, ou en tout cas, et sans te dire qu'entre temps ça avait tout à fait stagné, mais s'il y a eu cette nouvelle échelle, enfin cette nouvelle croissance, elle est liée vraiment à ce fait de totalement assumer, de clarifier les modèles, un modèle service plus pur, une diversité d'activités plus claire, et de grandir et de continuer à faire de l'extubation quand on peut, quand on veut. Donc bureau à partager qu'on a donc que Fabien Novel a créé et que donc Clément est le patron et l'actionnaire majoritaire, mais qui est un projet qui est issu totalement de Fabien Novel, qui a été notre plateforme interne pendant longtemps. Urban Campus plus récemment sur le sujet du co-living. Des nombreux projets, le fait d'accompagner en fait nos collègues quand ils sont passés chez nous et qui veulent créer une entreprise, chercher au maximum pour les accompagner en fait dans leurs entreprises. Donc on a clarifié les choses et c'est ça qui nous a fait grandir tout d'un coup et qui continue à nous faire grandir parce qu'effectivement je suis impressionné, ému même. On a encore accueilli une petite 50aine de personnes le dernier trimestre. Donc et ça, c'est vrai, quand on y repense, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était la taille totale de Fabien Novel. Donc on grandit quasiment d'un Fabien Novel il y a peut-être pas 10 ans, mais bien 7-8 ans. C'est fou, hein. C'est fou. 50 personnes en un trimestre, c'est quand même c'est quelque chose, ouais. Ouais, c'est quelque chose, et puis c'est un mouvement qui est un mouvement heureux, parce que là aussi, pour revenir au début et à ce qu'a fait Fabien Novel, je me suis toujours dit, et c'est pour ça que je suis très à l'aise avec les activités de service, que je serais plus fier du nombre en fait de salariés, de personnes qui seraient employées par Fabien Novel, enfin par l'entreprise que je dirigerais, plus encore que par le nombre de millions levés ou qui sont des métriques, là encore pour utiliser une expression de start-up qui me parle moins. Oui, parce qu'il y a une grande fierté comme ça aussi, on en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup de métriques de levée mais il y a aussi un métrique qui est quand même hyper gratifiant quand tu es entrepreneur, c'est de créer des emplois. Moi, c'est celui que je préfère. Oui, je le comprends et je le partage. Et alors, il y a quand même dans tout ça un truc qui est intéressant et je pense qui me fait me poser des questions, c'est que quand j'ai créé Cosa Vostra, donc 10 ans après Fabien Novel, tout le monde me disait Mathieu, en 2013, en fait, tout ça peut pas marcher dans le sens où il faut que tu sois ultra spécialisé. Tu dois faire que du SEO, du référencement naturel, tu dois faire que du dev en Node.js, tu dois faire que du conseil, que du site marchand sur Magento, etc. J'ai quand même l'impression que depuis le début, tu as voulu, Fabien Novel, tu l'as dit d'ailleurs, sur le côté faire, mais donc il y a de l'intelligence et de l'exécution, enfin, ou de la mise en œuvre. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Je pense que enfin, moi, j'envisagerais pas ça forcément comme un sujet de spécialisation, mais d'excellence, donc d'exigence en tout cas. C'est-à-dire que
une phrase qui me revient souvent, qui est utilisée par Benedict Evans, qui est un des analystes de Andreessen Horowitz, brillantissime. Et je n'ai pas réussi à retenir le nom de la personne qu'il cite lui-même, mais qui dit que dans nos métiers, il n'y a que deux façons de gagner de l'argent, c'est bundle ou unbundle. Donc c'est le fait d'associer des activités ou de les dissocier. Donc d'associer de penser à une nouvelle offre ou de cumuler des offres existantes. Donc je pense que le mouvement, et moi j'aimerais penser aux offres de Faber Novel comme une espèce de machine permanente, un mouvement permanent qui fait du bundle et du unbundle. Et que de ce point de vue... Tu unbundle, t'as déjà unbundlé, t'as déjà dissocié? Bien sûr, quand on crée Alpha aujourd'hui, enfin toutes les créations de nouvelles offres et toute l'histoire de Faber Novel, dans la création de ces nouvelles offres, est systématiquement une nouvelle offre pointue, en avance de phase, qui rejoint le marché, et puis après ça, elle vit, elle se développe, elle peut en rejoindre une autre, elle peut être associée à d'autres de façon à avoir encore plus de sens. Mais je sais que sur le marché américain, on y est depuis 10 ans maintenant, ce que te disaient tes contacts à la création de Cosa Vostra tient particulièrement pour le marché américain. Je pense que pour le marché français, le marché européen, on est sur... c'est pas exactement le cas aujourd'hui, et que d'une façon plus générale, donc en faisant abstraction de l'Europe et des États-Unis, le sujet de nos domaines restera toujours le fait d'être capable de unbundler, de rebundler. Donc je déteste les anglicismes, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui m'énervaient, mais celui-ci je trouve pas mieux que cette capacité à justement avoir ce mouvement permanent, donc d'association et de dissociation en fait des offres. D'accord. Sachant qu'il y a peut-être aussi une approche, moi ce que je me dis avec un peu de recul maintenant, c'est de compréhension un peu de l'ensemble en fait, avec un peu de recul. Je vais utiliser la big picture aussi, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir des mains dans le cambouis dans pas mal de choses permet de comprendre quand même aussi un peu mieux l'ensemble, plutôt que d'être uniquement très très spécifique sur des Facebook Ads ou uniquement du social. Et aussi parce que, enfin, là aussi, pour continuer à répondre à tes questions de ce qu'était au début de Faber Novel et ce qui est resté dans Faber Novel, c'est que moi je le vois vraiment comme une plateforme de formation, mais donc une plateforme de capacité, au sens où on est capable à tout moment de cumuler des savoir-faire, des compétences, des technologies qui nous permettent de répondre à peu près à n'importe quel sujet. D'accord. Et quand je parlais tout à l'heure du désert des Tartares, c'est cette volonté qu'on a d'être prêt, et ce début, je ne sais pas si tu nous le donneras, et je ne sais pas ce que tout le marché en pense, mais une de mes plus grandes fiertés dans ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avec Faber Novel, c'est de me dire qu'on a réussi à être un partenaire crédible pour des personnes qui voulaient faire des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire que tiens, j'ai fait ça n'existe pas, je vais le faire avec eux parce que c'est le bon partenaire. Ça, moi, je suis très 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 fier de ça. C'est-à-dire que de me dire comment est-ce qu'on a pu se positionner comme étant quelqu'un qui donnait confiance, mais en même temps qui disait ils ont aussi ce grain qui fait dire que non seulement ils peuvent me rassurer dans cette prise de risque, mais en même temps qui savent ce qu'il faut faire. C'est ce qui est génial, je crois, vraiment, c'est ce que tu dis tout à l'heure, hein, mais dans le service et dans le fait de pouvoir de temps en temps bosser pour autrui et d'avoir cette capacité à inventer des choses, ça implique aussi des échecs dans des projets. Est-ce que... J'en ai eu, évidemment qu'il y en a. Et puis sinon, on va dire des succès en demi-teinte dont on peut pas vraiment dire que ce soit des succès, mais je pense aussi qu'on a la chance dans ce modèle, et en ayant plutôt les bonnes personnes et en s'accrochant, de pouvoir réorienter un projet, pouvoir faire en sorte qu'un projet qui n'a pas été une franche réussite le devienne,
parce qu'il permet d'apprendre, parce que ce que les personnes qui ont participé au projet deviennent. Enfin, tout ça, c'est aussi ça. C'est pour ça que moi j'aime autant mon travail. Parce qu'effectivement, si on partait du principe que il y a que si on fait Google, Facebook ou Waze qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, on serait pas très bien. Il y a heureusement 1000 façons d'être utile et de réussir. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, il faut être capable de transmettre cette notion, notamment en interne et aussi en externe à tes clients, parce que c'est pas toujours évident de pas atteindre les objectifs fixés à l'origine. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu fonctionnes. Alors déjà, j'ai 2 questions. J'en ai plein d'autres encore, mais ton rôle aujourd'hui chez Faber-Novel et surtout votre mode de croissance, c'est que de l'interne. Toi, t'es président. Alors je vais rester sur la première question. Tu es président, je crois. Oui, tout à fait. Et tu as plusieurs directeurs généraux ou une directrice générale? Non, alors, Leïla, qui était directrice générale, et je dis était parce que elle nous a quitté, elle a quitté Faber-Novel. D'accord. Fin mars. D'accord. Et on est en excellent terme. Leïla, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Tout va bien et on est justement sur un moment où on essaie de tester différents modèles, différentes organisations. Moi, je crois profondément, alors on parle beaucoup d'entreprises libérées, d'agilité, je pense qu'une organisation, dans le futur, ça sera l'association de plein de modèles d'organisation différents. Donc, nous, on a eu un développement qui s'est fait beaucoup par offre. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y avait un véritable enjeu pas tant de coupe, pour nos clients, parce que d'ailleurs nos clients parfois peuvent nous le reprocher, ils disent mais pourquoi est-ce que moi je m'en fous en fait, je travaille avec vous Faber-Novel, je veux pas savoir avec qui chez Faber-Novel, c'est pas ça qui compte. Mais pour moi, ce qui était important, c'est qu'il faut, dans tout ce qu'on fait, quand on veut être exigeant et qu'on veut les meilleurs professionnels possibles, avoir une culture qui soit une culture homogène et attractive. Et ça suppose d'avoir une forme de périmètre particulier pour cette activité. Des gens qui vont faire du conseil en stratégie, c'est pas les mêmes que des gens qui vont faire du dev Scala ou d'applications natives. C'est pas les mêmes. Et moi, je sais pas dire quels sont les meilleurs. C'est vraiment pas mon sujet. En revanche, je sais que pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils réussissent à donner leur meilleur, eh ben, il faut qu'ils soient à peu près entre eux. En imaginant justement après des échanges, des contacts, évidemment. Mais il faut que ce soit une cellule en fait homogène, cohérente de développement. Donc c'est pour ça qu'on s'est développé comme ça. Après ça, en fonction des cultures, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec l'autonomie, l'agilité, les fameuses squads, enfin tous ces modèles d'organisation qu'on voit, qu'on pratique depuis des années, si ce n'est depuis le départ, mais qui se font dans différents endroits, à différents moments, pas de la même façon. Donc c'est là où on en arrive aujourd'hui. Voilà. Avec une offre qui est Institute, qui est plutôt l'offre dédiée en fait à la formation, la culturation et pour faire simple au DRH. Une offre chez Innovate qui est plutôt direction générale et direction marketing, qui est du conseil en stratégie et aussi du design d'activité, de la conception de nouvelles expériences, de nouveaux produits, de nouveaux services. On a ensuite Faber-Novel Technologies, qui des développeurs, d'excellents développeurs qui font aussi bien des systèmes back-end de nouvelle génération, de nouvelles architectures que des applications comme MyCanal qui mangent la moitié de la bande passante en France pendant un PSGOM, que donc les nouvelles applications de la RATP ou de la G7 et plein d'autres. Et puis on a Code aussi qui est vraiment sur un modèle qui est très très lié justement aux méthodologies Scrum, à la mise à disposition en fait de plateaux de développeurs chez nous, ce qui est un modèle d'acculturation et de développement très particulier pour nos clients. Ensuite, on a Data et Media qui fait tout ce qui est performance, donc acquisition. C'est là qu'on a gagné le contrat, je sais pas si contrat
de l'année, mais enfin nous on est extrêmement fiers. On a gagné 53 marques de L'Oréal qu'on opère sur toutes ces problématiques des SEO, d'acquisition, donc de data performance. Et enfin le petit dernier qui est Alpha, qui est plutôt destiné aux directions financières, qui est l'innovation et le numérique sous le prisme en fait de la direction financière. C'est ce qu'on appelle les equity stories. Donc c'est comment est-ce que j'explique mon projet d'innovation au marché. C'est aussi comment est-ce que je valorise un projet, parce que in fine on s'était rendu compte que nos clients, tout le monde voit ce qui se passe, hein. Tout le monde lit le journal, ou d'ailleurs parfois tout le monde ne lit plus le journal, et donc est sur Facebook ou ailleurs, donc voit le monde qui est en train d'arriver. Et il fallait permettre aussi à ces acteurs-là de pouvoir justifier leurs investissements, les quantifier parfois. Quand typiquement WhatsApp est racheté 19 milliards de dollars par Facebook sans 1 euro de chiffre d'affaires, pourquoi est-ce que ça vaut tant? Pourquoi est-ce que ça vaut plus qu'SFR? Qui aurait eu l'intelligence à ce moment-là de le racheter, peut-être plus tôt, peut-être moins cher? Enfin, ça c'est vraiment des sujets qui sont des sujets financiers sur lesquels la communauté financière doit évoluer si on veut tous progresser. Oui, et puis c'est des sujets aussi passionnants, un peu pris un par un. Et du coup là-dessus, pour revenir à du coup cette deuxième question que j'avais derrière, dans toutes ces, alors tu appelles ça des verticaux, je sais pas. Donc je vais reprendre Institute, Innovate, Technologie, Code, Data et Media et Alpha. Mm-hmm. Ce sont des expertises que tu as développées 100% en interne. T'as eu quelques acquisitions? Non? J'en ai eu quasiment systématiquement. C'est un modèle sur lequel on est très à l'aise aujourd'hui. Pour ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a besoin de développer des entités qui sont des entités cohérentes et arriver à notre taille. On voit des boîtes formidables qui ont réussi à arriver à un stade de développement qu'on admire et dont on se dit bah tiens, on peut faire encore plus ensemble. Donc et ça nous permet d'aller encore plus vite. Donc on arrive à un stade où la croissance externe est souhaitable et où on a d'excellentes expériences. C'est-à-dire que ce soit Pleidium, Zengularity, Buzzaka, on a à chaque fois essayé. Et puis comme tu peux le lire la semaine prochaine, en avant-première aussi, je t'annonce notre dernière acquisition qui n'est pas encore publique au moment où je te parle, qui est Zogma, dans le domaine en fait de tout ce qui est création d'espace d'innovation. D'accord, félicitations. Donc c'est Zogma qui opère l'espace French Tech et l'espace LVMH par exemple. D'accord. Et ça c'est des choses moi, que je trouve vraiment intéressante aussi, parce que tu me demandais ce que je faisais, c'était aussi ta question. C'est quoi ton boulot? Mon boulot, c'est de m'assurer que la recette est la bonne. Et de ce point de vue-là, cette recette, elle demande des ingrédients. C'est-à-dire que j'insiste quand parfois on veut que ça ait le goût de coriandre ou je sais pas, ou de fraises, il faut s'assurer que quand la recette est devenue, enfin quand le plat est déjà un peu grand, la marmite un peu remplie, faut s'assurer d'avoir suffisamment en fait de matière de façon à ce que ça ait du goût. Et c'est ça aussi que permet cette croissance externe. C'est-à-dire que plutôt que de recruter une personne par une personne, ce qui, quand on est à peu près 400 comme c'est le cas aujourd'hui, on mettrait plus de temps. On a cette capacité à continuer à accélérer et proposer, je l'espère, des choses plus intéressantes à nos collègues et nos clients. Et alors du coup, là-dessus, j'aurais 20 000 questions, mais je vais être court et puis sans te demander tous tes petits secrets, mais pour des gens, alors potentiellement comme moi, mais aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, l'acquisition, la croissance externe, c'est quand même quelque chose qui est pas monnaie courante. En ce qui me concerne, j'ai pu vendre des boîtes, mais j'en ai jamais acheté, par exemple. Est-ce que tu peux me dire alors soit par où tu commences et comment tu le fais, à quel moment tu penses que c'est le mieux, ou juste comme ça, tes quelques conseils. Acheter ? Oui, une acquisition, croissance externe, comment
Par où t'as commencé même? Comment toi, c'est quoi la première acquisition la première, elle était, je la tairais parce que, enfin, je la tairais, c'est parce que mais c'est pour pas être trop dur aux personnes qui ça concerne, parce que c'était un test. On était censé racheter des méthodos et on n'a rien racheté du tout, mais c'est pas grave. Ça m'a appris des choses. Moi, je pense que il faut commencer par aimer ce qu'on achète. C'est-à-dire que c'est faut trouver quelque chose. On n'a pas le temps de parler de tout et ça fait déjà un moment qu'on parle ensemble. Mais c'est un point très intéressant. Non, mais je veux dire que une des choses aussi que j'aime, tu vois, quand t'aimes les belles choses et que sans être collectionneur, parce que la possession est certainement pas une fin en soi sur les belles choses. Il faut savoir reconnaître la beauté là où elle est, et à partir de ce moment-là, c'est le premier désir, c'est de dire, ah tiens, ils ont réussi à faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, ou que je mettrais trop de temps à réussir à faire, et ils ont quelque chose qui s'emboîte bien avec, en termes enfin, ça c'est le deuxième point, c'est que culturellement il y a quelque chose qui permet en fait de créer quelque chose de commun. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est les deux points de base. Alors après, il y a quelle modalité, et là pour l'instant on est vraiment dans les principes, et puis après ça, de façon très concrète, il faut se mettre d'accord sur un prix, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on achète. C'est-à-dire, est-ce que si la personne s'en va tout de suite, c'est pas grave, ou est-ce qu'au contraire on compte sur elle. Donc il y a pas mal de modèles différents à ce moment-là pour associer la personne au futur ou à l'intégration en fait de son entité au sein d'une plus grande entité. Ça c'est plus de la cuisine. Il faut faire attention aussi, parce qu'il faut faire attention à et là je vais assez loin, donc je sais pas j'espère pas vous avoir tous perdu, mais faut aussi penser à comment est-ce que tu imagines quelque chose qui durablement fait de l'alignement. Et par définition, quand tu essaies de t'assurer que le modèle marche et que les personnes restent, tu crées aussi une forme de désalignement, puisque en fait tu leur dis, tu donnes un périmètre pour définir la réussite, et tu n'es pas immédiatement sur le projet qui est le projet d'ensemble. Donc c'est compliqué, mais pour te répondre aussi sur ce qu'est mon métier aujourd'hui et ce que j'aime, c'est nouveau, et je trouve ça très intéressant. En effet, ça a l'air assez passionnant, et puis ça gère aussi beaucoup d'humains, donc c'est pas une science exacte. Certainement pas. Mais j'ai l'impression que c'est une étape passionnante dans la vie d'une boîte. En quelques mots, alors tu me disais que tu travailles donc avec ta femme depuis quelques années. Business donc en famille, vous arrivez à dissocier le business à la maison, vous parlez que de ça tout le week-end, comment ça se passe? Écoute, ça serait mentir de dire que c'est que parfait et que c'est génial. Moi je suis plutôt plutôt content. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de modèle unique, et tu peux pas dire qu'il faut faire comme ça. Je serais incapable de dire à tout le monde qu'il faut faire comme moi, et sans doute encore moins de dire comment il faut faire pour que ça marche. Maintenant, je me dis souvent que c'est sans doute plus dur pour Sabrina que pour moi, parce j'ai commencé pendant quelques années, parce que maintenant on a 15 ans, mais ça fait 10 ans que Sabrina et moi travaillons ensemble, donc elle était pas là au tout début, mais elle est venue arriver très vite. Ouais. Que en tant que président et fondateur, voilà, j'ai une intimité avec le projet, on va dire ça comme ça, qui est et en sachant qu'en plus ce que j'apprécie beaucoup chez Sabrina, c'est aussi son recul et sa capacité à faire la part des choses, justement, qui est de ce point de vue-là, pour moi c'est mon premier partenaire. Il y a aucun doute possible. C'est-à-dire que justement en termes de feeling, en termes de capacité à rationaliser des choses, là où moi je suis franchement à vouloir toujours plus et que ça aille plus vite.
ce qui de toute évidence est pas forcément une bonne chose. Et du coup, c'est marrant parce qu'en perspective, je me faisais la remarque que tu vis quand même sur un temps long. C'est-à-dire que tu dis elle est rentrée rapidement dans le projet après 5 ans, alors que la plupart des personnes avec qui je parle sur ce podcast, en 5 ans, ils ont vendu 2 boîtes. Du coup, c'est quoi Mais non, mais on est tous sur les mêmes. On est tous. Ce que je dirais, c'est assez vite, c'est que maintenant, quand je regarde et que maintenant Fabien Novel a 15 ans, que il y a très peu de personnes qui étaient là avant Sabrina. Tu vois, donc je veux dire que c'est maintenant. Je dis simplement, c'est que par rapport à ça, c'est une façon de le considérer. 5 ans, il s'était passé plein de choses, mais justement, c'est-à-dire que il y a quelque part. Il faudra peut-être que tu en parles avec elle, mais elle a eu peut-être presque une double peine, puisque en fait elle était pas là au tout début, mais en même temps maintenant elle est de toute évidence parmi les meubles. Les meubles non, mais parmi effectivement les piliers. Ouais. En fait, donc c'était. Mais ce que je voulais te poser du coup comme question, c'est quoi ta relation avec Faber Novel aujourd'hui ? Je veux dire, en projection, toi c'est ton projet de vie pro, c'est un truc qui tu vas l'emmener jusqu'au bout. On doit te solliciter pour te racheter tout le temps. Ouais, mais moi alors déjà on a fait quelque chose d'assez compliqué. Donc je pense que tu vois, je crois que beaucoup tu me posais la question tout à l'heure des acquisitions. Je pense qu'une bonne acquisition c'est souvent une pièce de puzzle. C'est-à-dire que tu as un puzzle et puis tu as besoin d'un truc qui s'emboîte et donc tu essaies de trouver une pièce de puzzle. Je pense que Faber Novel est déjà un petit puzzle. Donc c'est pas donc on a des activités extrêmement diversifiées. À notre taille, il y a personne qui fait autant de choses que nous. Je pense moi si vous n'êtes pas d'accord, vous qui m'entendez, je demande pas mieux que d'apprendre et de comprendre. Donc dites-moi. Et moi je suis persuadé que on peut inventer quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus intéressant pour tout le monde, de plus utile. Donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir fini en fait ce cycle-là. Je me sens plutôt à ma place, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire que Fabien Novel et moi, on pourra décider justement que la meilleure option pour Fabien Novel demain, c'est d'avoir un nouveau patron et c'est jamais arrivé. Il y a pas un moment où tu t'es dit non, c'est quelque chose que je me suis pas encore dit. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je me le dirai jamais, et que j'aurai la bêtise de jamais me le dire? Tu vois, je reste, et j'ai pas beaucoup de propos polémiques jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que tu vois, que ce soit WPP ou Publicis, pour parler de modèles qui sont pas les nôtres, mais qui sont, je suis quand même surpris de voir des patrons qui ont largement plus de 70 ans diriger des boîtes dont l'enjeu est autant l'innovation. Et je dis pas qu'on peut pas vieillir en restant compétent, certainement pas, hein, mais je trouve qu'il faut aussi savoir parfois passer la main à meilleur et plus en adéquation avec le marché de l'époque. Donc je faudra que je me mette. N'hésitez pas justement là encore à me le rappeler. Qu'est-ce que tu fous là? T'as encore 36 ans devant toi. Ouais, 36. Et puis j'aurais, j'espère aussi envie de faire autre chose. Hein, mais en tout cas, je pense que, la réponse en deux temps, c'est, je pense que Faber Novel peut encore continuer à grandir et s'améliorer. Donc, il s'agit pas de grossir. Il faut qu'on fasse, faut qu'on soit meilleur et qu'on soit plus intéressant, et j'y crois. Et pour l'instant, je me sens plutôt à ma place. Mais voilà. Et alors, 2 petites dernières questions sur Faber avant d'avoir 2 questions sur toi, et puis on emballe parce je vais pas te prendre plus de temps, et puis je t'ai déjà fait bosser un jour où t'avais pas prévu de... Ouais, c'est ma faute, j'ai décalé suffisamment de fois. Et l'international en 2 secondes, donc Paris-Soma, on a parlé de San Francisco, vous êtes présent dans d'autres endroits? On est présent à Shanghai, on est présent je le fais par taille de bureau, hein, donc les 2 plus gros à l'étranger, c'est donc j'ai pas cité aussi qu'on a racheté Velvet en Chine l'année dernière, donc dont on est une super acquisition, et là tu vois typiquement j'aurais pas su faire mieux que ça, en croissance organique j'aurais pas su faire, et donc on a San Francisco, Shanghai,
Lisbonne, New York, Singapour. Wow. Et les deux conseils que tu dirais, que tu pourrais donner sur un lancement réussi à l'étranger ou si tu t'avais pas forcément un conseil parce que tu disais que t'es pas forcément là-dessus, mais un learning, quelque chose que t'as appris. Moi, c'est trouver un dirigeant qui soit compatible, donc qui soit un entrepreneur, qui vienne de chez toi ou que tu le trouves là-bas, mais il faut un entrepreneur. Moi, j'invite à faire très attention aux cultures locales. Donc, pour moi, c'est difficile, je le dis, et voilà, si je dis des bêtises, ne m'écoutez pas. Et si vous savez mieux, là encore, n'hésitez pas à me le dire. C'est que je pense que c'est compliqué quand on est une boîte française de ne pas travailler avec un management qui soit compatible en fait avec un management français. Donc donc ça c'est vraiment le point archi numéro 1. Et après ça, c'est que je pense que l'obsession, c'est de réussir à gommer le fait d'être français. C'est-à-dire que, moi, mon cap, c'est ensuite, il faut trouver le moyen d'être assimilé à non-French avant donc, je dirais que c'est non-local en premier. C'est-à-dire qu'il faut, il faut assumer, en fait, d'être étranger parce qu'il faut arriver dans un écosystème qui vous attend pas forcément. Et si je parle des États-Unis en particulier, on va arriver, on dit, qu'est-ce que vous avez à faire. Ensuite, il faut, après avoir construit, réussir à devenir ne pas être identifié comme un acteur français. C'est très important, ce qui veut pas dire immédiatement global. Et puis ensuite, réussir et l'acteur global, malgré tous nos efforts et en ayant passé du temps et pas mal d'argent, on n'y est pas encore. C'est un travail qui est vraiment un travail compliqué et de longue haleine. Et alors, dernière question sur tout ça, tu es toujours actionnaire majoritaire, donc, mais à 100% de tout ça? Ah non, ça fait longtemps, ça fait aussi partie, j'aurais vraisemblablement dû te le dire aussi tout à l'heure quand on m'a dit, bah tiens, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment, c'est qu'aussi quand je me suis dit, il faut clarifier les modèles, à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire entrer des investisseurs, non pas pour, l'argent était utile et on l'a bien utilisé, hein. Mais mon enjeu était moins l'argent que la structuration. Le fait de justement me retrouver moins seul, d'avoir un comité stratégique, des comptes à rendre, du reporting que j'ai trouvé extrêmement. Je suis plutôt bon élève et j'ai trouvé que cette structuration était très très vertueuse. Donc on a un fonds de cap dev qui s'appelle BNP Développement, qui est un fonds qui utilise les capitaux propres de BNP, qui est aussi notre banque par ailleurs, et un family office qui s'appelle CEMAG. D'accord. Et ça, c'est pas chiant d'avoir des comptes à rendre quand on n'avait pas eu pendant... Non, parce que j'étais convaincu que c'était sain de rendre des comptes et que d'ailleurs, que j'ai toujours eu l'impression de rendre des comptes, que tu vois, j'ai jamais, en tant qu'entrepreneur et dans un domaine plutôt créatif, je trouve extrêmement vertueux justement de se poser la question de qu'est-ce que tu cherches comme indépendance, qui est pour moi un sujet essentiel, c'est-à-dire que je ne pourrais pas supporter de pas être indépendant, c'est un truc, mais en même temps, il faut pas que cette indépendance se fasse au détriment en fait de la structure et de tes collègues. Donc avoir ce garde-fou, je le trouve au contraire, mais c'est extrêmement vertueux. Ok, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette manière aussi d'être capable de se projeter dans quelque chose où c'est douloureux. Je veux dire, quand tu passes 5 ans à rendre des comptes... Après ça dépend à qui tu le fais. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce que là encore, tu veux dire que c'est très difficile de rationaliser a posteriori. Le fait est que moi, je sais pourquoi j'ai après ça tu négocies, hein, j'ai à côté un pack d'actionnaires, il y a une gouvernance, il y a des j'ai veillé à pouvoir rester en contrôle, mais je trouve que tout ce qui se fait dans l'intérêt de l'entreprise et c'est voilà, si c'est plus de moyens, si c'est plus d'organisation, si c'est un regard qui t'invite à plus de recul et d'impartialité, ça peut être que positif. Tout à fait.
3 dernières minutes, tu t'inscris dans le temps long, toi, quand même, finalement. Enfin, même si tu remets les choses en question dans un temps plus court et des cycles, hein, j'ai l'impression. On a passé plein de choses dont on n'a pas parlé. Membre du Conseil national du numérique, président de Cap Digital. T'as travaillé pour un rapport pour Manuel Valls sur la grande école du numérique. Tu as été impliqué dans énormément d'incubateurs, je crois, et de cantines, Barcamps, Mobile Mondays, tu me diras, TEDx Paris, j'en passe. Plus la gestion de Faber Novel, la croissance, l'acquisition, la recherche de... ça s'articule comment une journée ou une semaine de Stéphane Distinguin et c'est un méga bordel, c'est super organisé, comment tu marches au quotidien pour réussir à faire tout ça? Le bordel, peut-être, c'est très engagé, ça c'est sûr. Moi, l'image que j'ai tout le temps en tête, c'est un peu comment dire, c'est pas des gymnastes, mais enfin dans le cirque chinois avec ces assiettes, tu vois, qui tournent et qu'on fait tourner, puis il y en a une qui commence et puis il faut que tu relances du rythme et ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que c'est ça mon métier, c'est d'avoir plein d'assiettes. Tu les fais pas trop tomber. Et d'éviter de les faire tomber, justement. C'est vrai que je les fais, j'espère, mais donc ça demande énormément de concentration et puis tout le temps regarder, toujours penser en fait à toutes ces assiettes, avoir le regard partout. Enfin, c'est beaucoup de feeling aussi là-dedans. Beaucoup de feeling, évidemment. Et puis aussi parfois, cette difficulté à dire non, cette envie de faire des choses et de rencontrer des gens. Donc ce qui fait que les projets peuvent s'accumuler. Et puis aussi le fait de se dire qu'on apprend toujours beaucoup. C'est-à-dire que ce que je dis aussi, et je le dis aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que j'ai toujours trouvé que ce soit Silicon Sensi à l'époque, donc la cantine, le camping, tous ces projets, plus récemment Cap Digital, le Conseil national numérique, la grande école numérique, tous ces sujets, c'est des sujets qui m'ont appris, qui m'ont fait progresser en tant qu'entrepreneur. Et je dis pas pour le business que ça m'a porté, parce que c'était pas le sujet, j'ai toujours veillé à faire vraiment attention à ça. Mais ça m'a appris à parler en public, ça m'a appris à me faire une idée parfois plus rapide des gens et des situations. C'est comme une façon d'accélérateur, comme une façon donc c'est ça que j'ai. Et puis je trouve qu'on a la chance exceptionnelle, je parlais de mes origines tout à l'heure, d'être dans un moment où le numérique a bouleversé les choses, où il a pris beaucoup de choses pour lui. Regarde le temps qu'il nous prend. Quand on a la possibilité un peu de rendre ou de faire en sorte que justement ça participe à d'autres choses ou de partager avant même de rendre, pour moi c'est hygiénique. C'est tout le sujet de ce podcast. Je te remercie de partager autant. La toute dernière question, si tu avais un outil ou quelque chose qui te change la vie, ça peut être une appli, un site, quelque chose qui t'aide à t'organiser ou je sais pas, te prendre des notes, ou c'est ton email, c'est quoi ton... Ce serait le zéro inbox, quasiment permanent, et qui me fait rester dans le flux, alors qu'il y a une espèce de folie, mais qui me permet. Donc avoir 0 email non traité dans ta boîte aux lettres. Et tu réponds ou tu trashes, quoi. Je trache très peu et je réponds. Je considère que justement c'est ma responsabilité de tenir le rythme et d'être en soutien dès que possible. Donc ça c'est une des choses qui est très structurante chez moi. Hyper dur, je veux dire, en grossissant avec tout le monde qu'il y a, interne, externe, etc. Ouais, mais ça reste mon étalon. Après, je dis pas que je pourrais pas faire mieux. Il y a plein de gens qui m'expliquent et ils ont raison que il faut se préserver, et faire mais je trouve encore le temps d'écrire, je trouve le temps de lire, et donc qui sont pour moi en dehors du rythme les choses les plus importantes. Ok. Bon, très bien. Je te remercie vraiment une fois. C'était une très belle discussion. Et merci beaucoup, Mathieu. Plein d'apprentissage. J'espère que tous ceux qui nous auront écoutés
verront pas ça avec ça une discussion trop auto-centrée sur nos business, mais j'essaye de sortir des sentiers battus avec des pâtissiers, avec des artistes, avec des gens différents. Et aussi, c'est intéressant de pouvoir creuser sur des business qu'on connaît un peu plus. C'est passionnant. Félicitations, Stéphane. Merci. Et puis donc à très bientôt. Si, toute dernière question, on te suit juste sur Twitter, sur Fano. C'est quoi ton média de prédilection? Où est-ce que tous les gens qui nous ont écoutés, qu'est-ce que LinkedIn, non, mais moi ça a été pendant. Moi je suis orphelin de Twitter. C'est-à-dire que Fano, j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter. Je trouve que la fête n'est plus là. Donc est-ce qu'elle est sur Instagram, est-ce qu'elle est sur Facebook? Du coup je gère pas tout à fait comme une âme en peine, mais donc vous pouvez me suivre sur Twitter tout de même. Je reste un petit peu souvent de Fano. C'est Distinguien sur Instagram. Ouais. Et Stéphane Distinguien, comme par hasard, sur Facebook. Et LinkedIn, non? Si, mais je trouve que le mélange de LinkedIn, le LinkedIn, c'est pro et carré. Je trouve ça très utile et parfois précieux. Mais cette espèce de personal branding j'ai du mal à lire les threads sur, les timelines, sur les fils d'actualité. Oui, merci. Sur LinkedIn me pèse un peu plus. D'accord. On va dire. Je suis des mélanges, voilà. Mais bon. Je t'ai pas parlé du PSG non plus. Mais parce que une prochaine fois. Je te vois passer sur quelques remarques bien saillantes sur Ouais, c'est pour mes fils. Merci beaucoup Stéphane. Merci Mathieu. À très bientôt. Et suivez bien Stéphane et Faber Novel un peu partout. À très bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.